Eh bien, Florian et Raph, après avoir pas mal fait de Flutter, de React Native et d'Android, vont maintenant vous présenter une alternative autre qui commence à être plutôt à la mode. Donc c'est Kotlin multiplateforme. Et en bon fan de Seigneur des Anneaux, la question qu'il se pose, c'est est-ce qu'il sera capable de tous les gouverner? Voilà, je vous laisse la main, les gars. Et bon talk à tous. Yes, merci Thomas. Du coup, pour commencer sur ce sujet, moi j'avais une question à vous poser. C'était, est-ce que vous connaissez Facebook? Alors du coup, on va profiter des emojis, on va partir sur un applaudimètre. Et du coup, toutes les personnes qui connaissent Facebook, si vous pouvez un peu taper cet applaudimètre. Voilà, waouh. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable, ouais. On se doutait un petit peu de la réponse. Je pense que ce serait un peu vivre dans une grotte de ne pas être au courant de ce qui se passe sur Facebook. Et en fait, histoire qu'on ait un peu toutes les mêmes infos sur Facebook, donc c'est une application donc assez ancienne qui existe depuis 2003 et qui est arrivée en France seulement 5 ans plus tard, donc en 2008. Et c'est une application qui est très utilisée puisque à la fin de l'année 2021, on recensait à peu près 3 milliards d'utilisateurs actifs. Donc, c'est des personnes qui se sont connectées au moins une fois dans le mois. Donc, c'est quand même quelque chose de très utilisé. Et en fait, sur cette approche, Facebook s'est posé la question assez tôt de comment optimiser les éléments chez nous, comment travailler de manière cross-platform. Et le CEO, donc Mark Zuckerberg, a évoqué en 2012 le fait que leur plus grosse erreur avait été en fait de miser sur HTML5 pour le développement de leurs applications et que du coup il y avait des soucis de performance entre autres associés à ça. Donc en 2013 ils ont proposé de créer un framework JS qui s'appelle React et 2 ans plus tard ils ont fait React Native. Vous allez vous dire, on parle de Kotlin multiplateforme, pourquoi on évoque ce sujet de React Native? En fait, c'est pour dire que si un groupe comme Facebook, donc Meta aujourd'hui, est passé sur du cross-platform et donc une solution comme React Native, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qui va nous permettre en fait d'aller plus loin? Et on s'est rendu compte que JetBrains a sorti sa solution pour le faire, donc Kotlin multiplateforme. Et c'est un peu le sujet aujourd'hui, donc est-ce que c'est viable et comment on peut aujourd'hui créer une application Kotlin multiplateforme. Donc, je me présente, je m'appelle Raphaël Berthomé, je suis indépendant dans le développement mobile, donc avec une appétence aussi full stack depuis quasiment 10 ans aujourd'hui. À côté de ça, je suis aussi sportif et danseur, donc je fais du foot, du badminton et depuis 3 ans maintenant, je suis président d'une association de danse dans laquelle je donne des cours débutants depuis cette année. Et si jamais vous êtes nantais et que le West Coast Swing vous intéresse, je vous invite à venir le 31 mars du côté d'Orvaux au Bal-Pop pour justement une initiation sur le West Coast. Je laisse la main à Florian maintenant pour se présenter. Bonjour à tous. Et de mon côté, Florian Fagnaise, j'ai commencé en faisant du développement full stack sur différentes technologies, du Microsoft, du Java, un petit peu d'Angular, enfin un petit peu touche à tout. Et depuis quelques années maintenant, 3-4 ans, je suis sur du Android et depuis quelques mois maintenant aussi du React Native. Tout comme Raph, je suis un énorme sportif. Moi, j'adore courir, mais plus sur du jeu vidéo. On n'a pas tous, pas tous les mêmes passions. Mais voilà. Et de mon côté, je suis consultant chez Ypon, donc cabinet de conseil d'expertise en technologie. On fête nos 20 ans cette année et je fais partie de la practice mobile. Donc on fait des projets mobiles, mais il y a aussi différents types de projets qu'on mène à bien sur de la data, du cloud, du DevOps, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et quelque chose qui est bien aussi chez Ypon, c'est qu'elle possède une fondation du même nom, Fondation Ypon, dont l'activité majeure est la lutte contre la fracture numérique. Donc en fait, il va y avoir un financement et des créations de classes numériques dans des écoles, notamment sur le continent africain. Donc c'est une opportunité qui est faite aux collaborateurs, c'est de participer à cette fondation. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand Ypon, sur Spatial Chat, si vous avez des questions ou tout simplement que vous voulez nous rencontrer. Et donc, concernant le talk, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ?
Et ben, on va partir d'une idée avec Raph, une idée d'application mobile sur Rick et Morty. Parce que oui, on n'aime pas que le Seigneur des Anneaux aussi, on adore Rick et Morty. Et du coup, on va parler de cette application-là. En quoi on l'a faite? Petit spoiler, on l'a faite en KM. On va expliquer pourquoi. Quels ont été les choix qu'on a fait suite à ça. Et enfin, une partie plus pratique sur comment est-ce qu'on a créé l'application. Donc, vraiment partir du début, comment on l'a enrichi pour justement remplir nos objectifs, ce qu'on va définir ensuite. Et enfin, une ouverture sur les différentes plateformes sur lesquelles on pourrait utiliser Kotlin multiplateforme. Notre ressenti en conclusion, et enfin quelques références, si vous voulez, quelques éléments de documentation. Donc du coup, le contexte. Comme je vous le disais avec Raphaël, on est des énormes fans de Rick et Morty. Et on adore l'univers, on adore les personnages, et on se dit, tiens, c'est dommage, il n'y a aucune application qui recense les personnages et l'univers de Rick et Morty. Complètement faux. Et Raph, au coin du feu, me dit, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a une API qui recense un tas d'informations sur notre univers préféré. Et on se dit, c'est cool, à partir de ça, on va pouvoir faire notre application. Mais qu'est-ce qu'on veut de notre application? Tout simplement, on doit avoir une application qui affiche une liste de personnages avec différentes informations utiles, une photo, leur statut, s'ils sont en vie ou mort dans notre univers, voilà, un tas d'informations. Et enfin, comme l'API est paginée, l'idée, ce serait de pouvoir scroller à l'infini de façon à afficher un ensemble de personnages. Les choses commencent, sauf que moi, j'ai un téléphone Android, Raphaël a un iPhone, et on se dit que ça pourrait être pas mal de pouvoir consulter l'application sur navigateur, via une application React.js. Sauf que comme on est des gros flemmards, on n'a pas envie de faire le code 3 fois. Et en plus de ça, on se dit que côté UI, ce serait bien d'avoir une UI qui soit vraiment indépendante de la plateforme, parce qu'on n'a pas envie d'avoir la même UI sur un device Apple que sur un device Android, et encore moins sur un navigateur. Donc si je résume, qu'est-ce qu'on veut? On va avoir 3 applications, une application Apple, une application iPhone, Android et une application React.js, qui vont venir récupérer les informations depuis une API, et dans laquelle on va afficher nos personnages et des informations. Et chaque plateforme aura une UI qui est propre. Du coup, comment on fait ça? Parce qu'on pourrait se baser sur du React Native ou du Flutter, sauf que ça ne va pas vraiment correspondre à notre besoin côté UI. Sauf si on fait vraiment du spécifique dans le code, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et il y a un candidat qui se démarque de tout ça, qui est Kotlin multiplateforme. Donc Kotlin multiplateforme. Petit instant hydratation. Kotlin multiplateforme. Et bien du coup, avant de parler de Kotlin multiplateforme, on va parler de Kotlin. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Kotlin dans la salle, si j'ose dire, par applaudissement? Non, bon, c'est loin d'être connu. On va revenir rapidement dessus, parce qu'avant de détailler le fonctionnement de Kotlin multiplateforme, il faut qu'on parle un petit peu de Kotlin, langage qui a été développé par JetBrains en 2010. Vous connaissez, je pense, JetBrains via IntelliJ et Android Studio, quand même deux gros IDE. Et donc, JetBrains, en fait, utilisait beaucoup Java en 2010, et ils se disent, c'est sympa Java, mais c'est un peu lourd, et c'est un peu limité. Donc, en fait, ils ont décidé de faire leur propre langage. Et parmi les avantages, on retrouve Kotlin qui est interopérable avec Java. Donc, vous pouvez appeler Kotlin dans du Java et inversement. On va retrouver un code qui est plus concis, moins verbeux, et aussi un code qui est beaucoup plus sûr. Kotlin va fournir des mécanismes, pour nous aider à éviter les erreurs de null pointer, ce genre de choses. Et il y a d'autres mécanismes qui sont hyper bien dans Kotlin, les data classes, les extensions, les coroutines, etc., etc. Kotlin, ça marche plutôt bien, à tel point que c'est reconnu par Google comme étant un langage supporté sur Android depuis 2017. Et lors de la Google I.O. 2019, Google annonce également que tous les futurs développements seront axés Kotlin. Donc, on pense d'abord aux utilisateurs de Kotlin dès qu'on va faire de la documentation, dès qu'on va faire des bibliothèques, mais on continue quand même de fournir une assistance pour le langage de programmation Java. Et du coup, suite à ça, JetBrains en vient un petit peu de capitaliser sur son expérience de Kotlin et décide de créer Kotlin multiplateforme. On se rend compte que voilà, Facebook a React Native, Google a Flutter, et JetBrains arrive en disant nous, on a un petit peu envie d'avoir la même approche, la même problématique que ces langages, mais en fait, ici, on veut une approche qui est différente. On veut mutualiser notre code business, mais on veut que chaque plateforme gère son UI. Là où des langages comme React Native ou Flutter vont vraiment mutualiser l'ensemble du code. Et donc, Kotlin multiplateforme arrive en novembre 2017, c'est open source,
Et comme je le disais, du coup, ça va surtout servir à mutualiser le code commun. Donc le graphe que vous avez à droite, en fait, consiste à dire que on va avoir différentes plateformes, que ce soit de la JVM, que ce soit du projet JavaScript, que ce soit des applications desktop dans son ensemble. Et l'idée, c'est que tous ces projets vont venir s'appuyer sur un code qui est commun, le code qui est mutualisable finalement entre les différentes plateformes. Et par contre, côté UI, on aura une UI qui est propre pour chaque projet. Pour rentrer un peu plus dans les détails, parce que comment ça fonctionne, c'est bien beau la théorie, ça va s'appuyer sur deux choses. En fait, Kotlin multiplateforme va avoir un noyau qui est le Common Kotlin, dans lequel en fait on va avoir le langage, les bibliothèques et tous les outils de base. C'est vraiment ce qui va fonctionner sur l'ensemble des plateformes. Et dès le moment où ce code commun ne sera plus suffisant, c'est-à-dire qu'on va vraiment devoir gérer les différentes spécificités de la plateforme, on va s'appuyer sur des versions spécifiques de la plateforme Kotlin. Donc pour un projet JVM, on va s'appuyer sur du Kotlin JVM. Pour un projet JS, on va s'appuyer sur du Kotlin JS. Et pour un projet iOS, on va s'appuyer sur du Kotlin native. Et enfin, la couche la plus extérieure, c'est celle qui va vraiment concerner l'UI, donc l'UI de notre projet, là on va définir notre UI vraiment indépendamment de la plateforme. Et du coup, KMM, parce que là on a vu Kotlin multiplateforme dans son ensemble, mais on va parler un petit peu de KMM. Donc KMM qui est vraiment la partie accès plus mobile de Kotlin multiplateforme, qui va être notre SDK pour le développement des applications iOS et Android. Donc sorti en août 2020, on va être sur la même approche, c'est-à-dire qu'on va mutualiser notre code métier lorsque c'est possible, et on va définir l'UI pour Android et pour iOS d'autre part. Dans les faits, ça va fonctionner de la même façon. On va s'appuyer sur un noyau qui est le Common Kotlin, et dès qu'on aura besoin d'écrire du code spécifique Android ou iOS, on viendra s'appuyer sur les disponibilités Kotlin JVM ou Kotlin native de Kotlin multiplateforme. Dans les faits, pour introduire un petit peu cette notion, on va en fait s'appuyer sur un mécanisme qui est le mécanisme expect actual. En fait, il faut voir ça un petit peu comme une classe abstraite, c'est-à-dire que côté Common Kotlin, quand on va avoir besoin d'une fonctionnalité qui est vraiment spécifique, on va venir l'appeler à l'aide de notre classe qui sera préfixée par le mot-clé expect, et on viendra définir une implémentation pour les différentes plateformes à l'aide du mot-clé actual. Je viendrai en reparler un petit peu après. Ça va certainement être un petit peu flou actuellement, mais on rentrera dans les détails plus tard. Du coup, qu'est-ce qu'on veut? On veut créer notre application, et pour créer notre application, il va déjà falloir installer les différents outils. Globalement, on va suivre la documentation Kotlin, et cette documentation, pour être très rapide, elle va juste nous demander d'installer l'IDE pour iOS, l'IDE Android, donc Xcode et Android Studio, et d'installer les plugins nécessaires, donc KMM et Kotlin. Ça va nous fournir un template. À partir de ce template, on va pouvoir créer un nouveau projet KMM, qui sera un projet Hello World, et je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, donc concernant ce talk, on est vraiment sur une approche tutoriel. L'idée, ça va vraiment être de définir les étapes par lesquelles on est passé pour créer notre application. Donc, c'est notre approche. On ne dit pas que c'est l'approche, mais on va essayer de vous fournir justement des éléments de réponse vis-à-vis des problèmes qu'on a eu lors du déroulé de cet exercice. Donc, du coup, une fois que vous avez installé tous les outils, vous allez avoir un projet Hello World qui est généré et qui se présente de la façon suivante. En fait, vous allez avoir votre application. Donc là, mon MyKMM application, c'est mon application Kotlin multiplateforme. Elle va être découpée en 3 packages. On va avoir un package d'Android App, iOS App et Shared. Ce que vous voyez sur le schéma de gauche. Notre package d'Android App et iOS App, c'est tout simplement les packages qui vont contenir le code source de l'application Android et iOS. C'est là où on va définir notre UI. Alors que le package Shared, c'est celui qui va contenir le code source qui sera partagé entre nos deux plateformes. Donc voilà, et les projets Android App et iOS App sont vraiment des projets à part. Donc si vous voulez ouvrir Android App, vous pouvez l'ouvrir sur Android Studio, et iOS App, vous pouvez également l'ouvrir sur Xcode. Ces deux projets vont avoir une dépendance vers le module Shared, qui est là où le code est partagé. Et comme vous pouvez le remarquer, donc notre package Shared va lui-même contenir plusieurs packages, Android Main, Common Main et iOS Main, qui vont en fait ici, donc Common Main, ça va vraiment être notre Common Kotlin, le code qui va être appelé sans problème sur toutes les plateformes, on n'aura pas de spécificité. Et par contre, du côté du Android Main et iOS Main, c'est là où on va définir les spécificités des plateformes. Donc on va notamment se baser sur le mécanisme expect actual dont je vous parlais juste avant. Donc pour rappel, l'application, qu'est-ce qu'elle fait? C'est juste un Hello World. Donc en fait, sur iOS, on va vouloir afficher Hello iOS, le numéro d'iOS, et Android, on va afficher Hello Android.
et le numéro du SDK Android. Pour ça, comment ça fonctionne? Et bien, côté iOS et Android, on vient finalement juste appeler la fonction greeting de la classe greeting, qui nous retourne juste une string avec la plateforme. Et en fait, c'est là où on va faire intervenir notre mécanisme expect actual. Donc, comme vous pouvez le remarquer, la classe plateforme, c'est une classe expect qui va contenir une propriété qui est la propriété plateforme. Et cette classe-là, en fait, on va juste venir la redéfinir côté iOS et Android, en disant, voilà, je veux que mon comportement Android soit celui-ci et que mon comportement iOS soit celui-ci. Donc, en fait, ce que vous pouvez voir sur le schéma de gauche, c'est qu'on a vraiment un découpage par rapport aux différentes plateformes. On va avoir notre dossier Android main, notre dossier common main et notre dossier iOS main, et on va venir redéfinir ces classes-là à chaque fois, à l'aide du mot-clé actuel. Donc, comme on souhaite redéfinir notre classe et notre propriété, on va venir préfixer ces éléments par le mot-clé actuel, et ensuite, on se base sur justement nos bibliothèques côté Kotlin JVM et Kotlin Native pour venir récupérer le numéro du SDK côté Android, et le system name et la version côté iOS. Donc voilà pour les Hello World. Maintenant, c'est bien, on a un projet KMM qui tourne avec juste un Hello World, mais il faut l'enrichir, et notamment avec le projet JS. Et je vais laisser Raph vous expliquer tout ça. Yes. Alors du coup, comme le disait Florian, là, on a un autre projet, donc KMM, où on a les plateformes Android et iOS qui sont supportées. Et aujourd'hui, en fait, nous, notre approche, c'était de faire un projet React en TypeScript. Et donc, du coup, on va voir les étapes qu'on va devoir suivre pour pouvoir ajouter en fait ce support à notre projet KMM. Donc, on va faire un petit focus justement sur cette partie 3, où en fait, on va venir créer simplement des répertoires qui vont correspondre à la dénomination définie par Kotlin, multiplateforme, qui est en fait de suffixer le nom de la plateforme supportée par main ou test. Donc ici, en fait, on va voir qu'on va créer JS main et JS test. Donc la partie JS main, ça va correspondre aux éléments qu'a évoqué Florian tout à l'heure, c'est-à-dire les parties spécifiques à JS. Et dans la partie JS test, on va pouvoir en fait écrire nos tests qui seront justement spécifiques à cette plateforme en fonction de ce qu'on aura écrit. Une fois que ces répertoires sont créés, en fait, on va se retrouver avec une arborescence du projet qui va ressembler à celle-ci. Donc, avec la partie shared, la partie Android app, iOS app, et du coup, dans la partie shared, on va retrouver tous les éléments qui sont associés à notre code spécifique. Derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, nous, côté JS, implémenter la classe plateforme. Donc, pour répondre à la norme et à la demande expect actuelle qu'a évoqué Florian tout à l'heure. Et en plus, on va venir créer 3 fichiers. Donc, un index.d.ts, parce que comme on veut faire du TypeScript, on va être obligé de définir nos types. Un index.js pour pouvoir définir l'élément qu'on va venir exporter. Et un fichier package.json qui, lui, va nous permettre après de pouvoir utiliser cette librairie générée depuis Kotlin vers un projet NPM, par exemple. Une fois que tous ces éléments ont été construits, on va pouvoir justement ajouter le support de JS à notre projet KMM. Et donc, pour ce faire, en fait, on va ouvrir le fichier build.gradle.kts de notre projet shared, dans lequel, en fait, on va venir ajouter, donc, comme on peut le voir, ligne 12, en fait, le support, tout simplement, à JS. Et donc, ces éléments vont nous permettre de pouvoir builder et générer notre projet et avoir une librairie JS disponible. Une fois que ces éléments ont été ajoutés, on va rajouter aussi le source set pour que notre projet Gradle puisse retrouver ces petits, si je peux dire, pour pouvoir générer notre application et notre librairie qui sera utilisée dans notre application React plus tard. Une fois que tous ces éléments ont été créés, ajoutés, en fait, on va venir synchroniser notre projet Gradle, donc, comme l'IDE nous le propose. Et en fait, on se rend compte qu'au moment de la synchro, en fait, on a une erreur qui apparaît en bas dans la console, qui nous indique que, en fait, il y a déjà une tâche clean qui existe
pour le support de JS. Donc le fait d'avoir rajouté dans le build.gradle le support de JavaScript, et ben en fait, il y a une tâche qui s'appelle clean qui est déjà existante et qui est aussi présente dans notre projet, dans notre build.gradle de Shared. Donc la solution pour ce problème-là, ben, c'est de supprimer en fait cette tâche directement dans ce fichier afin de pouvoir enlever cette erreur. Donc on aurait pu simplement renommer la tâche aussi, mais dans un souci de facilité de ce côté, on a choisi de la supprimer, puisque en fait ce que faisait cette tâche, c'était simplement supprimer le répertoire de build. Donc une fois que c'est fait, eh ben, on se retrouve avec justement quelque chose qui compile, on n'a plus d'erreur dans la console, et on se retrouve avec donc, une arborescence qui ressemble à ça. Donc on retrouve la même que tout à l'heure avec nos fichiers. On va rentrer un peu plus dans le détail sur les éléments qui sont définis. Donc le premier fichier, ça va être, comme je disais tout à l'heure, les types d'éléments que nous, on va externaliser et qui seront utilisables dans notre librairie générée en JS. Ensuite, on va avoir notre fichier JS. Donc là, en fait, vu que Kotlin multiplateforme va utiliser le même naming, les mêmes packages qui sont utilisés dans Kotlin pour pouvoir générer ces namespaces, nous, ce qu'on va exporter, c'est directement notre namespace qui va être le my.kmm application ici. On va insérer aussi le require shared JS, puisque du coup, c'est le nom de la librairie JS qui sera généré par Kotlin multiplateforme. Et derrière, on va avoir donc un projet, un fichier package.json classique dans lequel on va retrouver les informations donc on peut retrouver partout avec la petite notion de dépendance vers Kotlin, puisque comme c'est un projet qui sera généré par Kotlin.js, on va avoir en fait un lien entre Kotlin, les modèles des données et les propriétés que Kotlin va mettre à disposition pour JS. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver tous ces éléments-là. Une fois que ça c'est fait, on se retrouve sur un projet, on va dire, plutôt propre et bien défini pour avoir du JS généré par Kotlin, multiplateforme. Et derrière, en fait, on va se retrouver avec une commande Gradle qui va nous être mise à disposition pour pouvoir en fait générer une librairie JS. Donc, via l'IDE, on va taper cette commande, donc JS Browser Development Webpack, qui va nous permettre en fait de générer une librairie en mode développement pour le moment, sachant qu'on a une commande production qui va nous permettre justement de pouvoir générer l'application et la librairie en production, donc avec des optimisations JS faites à ce niveau-là. Une fois que ça c'est fait, et ben, dans notre déroulé, en fait, on se retrouve en plus dans la partie shared, un répertoire build qui va se représenter comme ça, avec dans la zone distributions, et ben, tout simplement notre librairie générée. Donc, on va retrouver les fichiers qu'on vous a présentés tout à l'heure, qui étaient présents dans notre ressource de notre projet JS main. Et en plus, on va retrouver donc le fichier shared.js qui représente en fait le contenu de la librairie qui aura été généré à partir des éléments qu'on a écrits en Kotlin dans Common et dans JS main. Une fois que ça c'est fait, on se retrouve donc à devoir créer notre JS app. Donc, tout simplement, on va venir créer un nouveau répertoire et de notre côté, on a décidé d'utiliser l'utilitaire de Create React App avec le template TypeScript pour pouvoir générer en fait notre application comme on le ferait en tant que développeur React pour créer une nouvelle application web. Une fois que cet élément est fait, eh ben, nous, ce qu'on a décidé, c'est de mettre à disposition notre librairie, donc le répertoire distribution que je vous ai présenté tout à l'heure dans le répertoire build de Shared, vers un lien symbolique dans directement notre application JS App. Ce qui fait qu'au niveau représentation, en fait, on va se retrouver avec un fichier présent à la racine de notre JS App qui va venir pointer directement sur la librairie générée par Kotlin multiplateforme, ce qui fait que derrière, dès qu'on va faire une nouvelle version JS, eh ben, elle sera directement disponible dans notre package JS App.
Et derrière, on va venir rajouter cette dépendance dans notre package.json de notre application React. Donc, pour ce faire, on a juste à venir pointer en fait la dépendance vers le fichier qui est notre lien symbolique vers la librairie générée dans Distribution. Donc ça, c'est le choix qu'on a décidé de faire, ce qui nous simplifie un peu la tâche de phase de développement derrière, puisqu'on aura juste à utiliser la commande de génération de la lib et derrière de relancer l'application React pour pouvoir justement tester notre librairie en JS. Donc une fois que tout ça c'est fait, on se retrouve à la fin de l'étape 4. Donc en gros, on a initialisé notre projet KMM, on a rajouté notre support à JS et on a créé notre application React qui va nous permettre d'avoir notre application JS. Derrière, on peut lancer les commandes afin de pouvoir tester en fait, que l'application se lance bien sur les 3 plateformes et qu'on a accès à nos différentes données. Donc maintenant, on va aller dans le détail de notre conception réelle de notre application. Donc, nous, on a décidé de partir sur cette architecture, donc avec une couche API, une couche service, et après une couche un peu plus spécifique et qui va servir d'interface pour pouvoir communiquer avec notre partie common dans les applications, les 3 applications qu'on a décidé de développer. On va faire un premier focus du coup sur la partie API, où là, justement, on a décidé d'utiliser une librairie qui est mise à disposition par JetBrains aussi, pour pouvoir faire en fait tout ce qui est appel réseau. Et de ce côté-là, on a utilisé donc Ketor. Donc je pense que pour certains d'entre vous, ça doit parler, mais Ketor, c'est un framework qui est développé et qui est toujours en cours de développement, donc qui va être maintenu et qui va évoluer dans le temps. Donc il ne faut pas avoir entre guillemets peur de l'utiliser aujourd'hui sur une librairie côté multiplateforme. Et en fait, c'est un framework qui permet de justement créer facilement des applications connectées, donc avec tout ce qui est appel réseau, etc. Donc maintenant qu'on a décidé d'utiliser cette solution, on va venir l'ajouter dans nos dépendances de notre projet Kotlin Multiplatform. Donc pour ce faire, comme dans tout projet Gradle, pour ceux qui sont habitués un peu à cette approche via Android, en fait, on va venir définir les dépendances qu'on va avoir besoin. Donc, dans le fichier build.gradle de notre projet shared, on va venir ajouter toutes les dépendances. Donc, dans la partie common, on va retrouver tout ce qui est lié au corps de Kotlin Multiplatform. Donc, c'est là où on va avoir les informations qui vont être utilisées pour ce qu'on va utiliser et qu'on va mettre à disposition sur notre librairie. Et en fait, ensuite, pour chaque plateforme, on va venir utiliser un client qui est propre. Et sur la même approche des specs actuels, en fait, Ketor a mis à disposition ces éléments. Donc, on va avoir dans le corps des expects qui vont être ensuite implémentés dans la partie en actuel, dans les parties clientes de nos différentes plateformes supportées. Et aussi, ici, on voit bien que toutes les plateformes qu'on a décidé de choisir sont supportées par Ketor. Donc, c'est un choix d'autant plus judicieux. Une fois que ça s'est fait, on va se focus un peu plus sur la partie justement API. Donc nous, on va retrouver notre arborescence sur la gauche de notre projet. Donc on aura créé en amont nos modèles donc, qui vont être utilisés donc, dans la partie network en fonction de ce que va nous retourner l'API de Rick et Morty. Et dans la partie modèle qui est à la racine de notre package, de notre shared, on va voir justement les modèles de données que nous, on va vouloir mettre à disposition dans l'application React, Android et iOS. Donc dans cette partie, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir juste implémenter un client HTTP et par paramètre, on va venir mettre à disposition une fonction qui va nous permettre de retourner une liste de personnages. Donc on ne va pas forcément rentrer dans les détails ici, mais donc on est sur une approche plutôt classique où justement on va instancier ce client HTTP avec des paramètres particuliers. Et derrière, on va venir utiliser cette fonction pour pouvoir justement faire un get et récupérer la liste de nos personnages. Une fois que ça c'est fait, eh ben, on va passer à la couche suivante, donc la couche de service, où en fait, on va venir tout simplement consommer l'API qu'on a mis à disposition. Donc, sur les mêmes principes, on va avoir une classe de service donc, qui sera mise à disposition, mais aussi, nous, on a décidé de mettre en place une approche de service caller
qui va nous permettre d'ajouter aussi cette notion de coroutine et donc de multithread. Et maintenant que vous êtes un peu aguerri sur l'approche Kotlin multiplateforme, vous voyez tout de suite que en haut de cette classe, on retrouve un expect. Ça veut dire qu'en fait, pour chaque plateforme, on va être obligé d'implémenter cette notion de application dispatcher qui va en fait définir le thread sur lequel on va vouloir exécuter nos appels réseau. Donc, une fois qu'on a cet élément qui est défini, ah oui, juste pour information, la partie shared immutable qu'on va retrouver en haut, en fait, c'est vraiment une annotation propre à Kotlin là-dessus qui va nous dire que cette propriété va être partagée potentiellement entre plusieurs threads. Donc, il va y avoir un système de protection pour pas que, justement, il y ait de l'accès concurrent là-dessus. Et en même temps, elle est immutable, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle aura été instanciée, elle ne pourra plus bouger pendant la durée de vie de l'application, si je peux dire. Du coup, on va être obligé de ce côté-là de définir nos actuals donc pour chaque plateforme. Et c'est là où, justement, on va retrouver un peu cette arborescence un peu complexe, mais au final assez simple, puisque du coup, on a très peu de code à mettre de manière spécifique. Donc, on présente un fichier d'application dispatcher pour chaque plateforme, dans lequel on va venir définir quel dispatcher va être utilisé. Et en sachant que dans un projet Android, on va avoir tous les accès Kotlin Android. Donc ici, on a décidé d'utiliser le thread IO. Pour JS, on va avoir l'approche Kotlin JS. Donc du coup, ici, on a un dispatcher avec le main. Vu qu'on est en JS, on va avoir un simple thread sur notre application finale. Et derrière, on va avoir justement la partie iOS. Donc là, il y a un support coroutine pour iOS qui existe, mais aujourd'hui, en fait, c'est du single thread. Donc du coup, on n'a pas cette possibilité d'avoir plusieurs dispatchers définis. Donc ça va tourner aujourd'hui sur le main thread aussi. Derrière, donc, on va avoir notre interface et notre approche propre à chaque plateforme qui va être définie. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que on a décidé de créer donc un view model qui va être mis à disposition depuis notre common, qui va venir en fait instancier notre service et derrière qui va appeler la méthode getCharacters donc qu'on a évoqué tout à l'heure. Et on a décidé aussi de mettre en place un système de callback pour justement simplifier l'appel et les réponses qu'on va avoir et qu'on va pouvoir utiliser dans chaque plateforme ensuite, puisque ce côté callback, en fait, en JS, ça va être plus simple à développer et c'est pour ça qu'on est parti sur cette solution, en sachant qu'aujourd'hui, il y a d'autres solutions qui peuvent être utilisées sur ce principe. Ici, on retrouve le call in coroutine scope, donc qui permet justement, dans un scope défini, d'exécuter une commande. Et c'est comme ça, en fait, justement, qu'on peut avoir notre service.getCharacters, qui est une fonction suspend en Kotlin, donc asynchrone, et de pouvoir l'exécuter dans un contexte autre que celui dans lequel il va être appelé. Une fois que ça c'est fait, on se rend compte que dans la documentation Kotlin.js, il y a une approche qui est à prendre en compte, qui est le nommage en fait, des méthodes. Puisque Kotlin, quand il va générer notre projet JS, en fait, il va venir ajouter des suffixes aux fonctions qui seront utilisées. Donc, quand on est dans un contexte propre à Kotlin, on n'a pas cette problématique puisque c'est lui qui va gérer ce système de nommage. Mais quand on veut exporter des fonctions dans la librairie, on va avoir cette problématique. Et en fait, Kotlin.js met à disposition une annotation qui s'appelle JSName, donc qu'on peut voir en bas à droite dans le fichier. Et du coup, comme on est sur une approche multiplateforme et qu'on va prendre du KMM aussi dedans, et ben en fait, on va être obligé d'utiliser les méthodes d'expectActual pour justement mettre à disposition une annotation qui, pour JS, utilisera JSName. Donc on retrouve la même approche où justement on va avoir un fichier dans Common qui va définir notre annotation, donc en expect, comme on peut le voir sur le fichier au-dessus.
Et après, pour iOS et Android, vu que cette fonction et cette annotation n'est pas utile, on va juste créer une classe qui ne fait quasiment rien, si ce n'est stocker un nom. Et par contre, côté JavaScript, on va venir utiliser un alias vers l'annotation JSName qui est mise à disposition par Kotlin.js. Une fois que ça c'est fait, on se retrouve avec le nouveau fichier donc, de notre caractère viewModel avec donc, cette annotation utilisée dans la partie common pour pouvoir justement avoir une exposition des méthodes de manière correcte et qu'on puisse l'utiliser dans notre application JS. Une fois que ça c'est fait, on va faire un petit focus maintenant un peu sur comment on va l'utiliser dans nos librairies, puisque derrière, on peut imaginer qu'on a généré donc, notre projet Android. Donc ça, c'est fait automatiquement vu qu'on est dans le même contexte Kotlin. Sur Swift, c'est pareil, ça va être automatisé, puisque du coup, au moment où on va venir utiliser la commande Gradle, ou synchroniser notre projet Gradle, et ben, en fait, on a le projet Swift qui va être généré aussi. Et pour React, on a exécuté la commande qu'on a vue tout à l'heure pour faire une distribution de notre librairie JS. Donc sur Android, on a fait un projet classique où on a fait une activité toute simple avec notre viewModel qui va utiliser donc, notre projet viewModel, comme on peut le voir à ligne 8, donc notre classe viewModel qu'on a définie dans Common. Et en fait, derrière, on va venir dans le init rajouter une fonction pour se brancher au callback de notre viewModel. Et derrière, après, on a une approche classique où justement, on vient appeler nos méthodes du viewModel et on se retrouve avec ici l'UI qu'on a présenté, donc une représentation en liste de nos personnages. Une fois que ça c'est fait, on va passer côté Swift. Donc là, c'est exactement la même mécanique. Donc, sans rentrer trop dans les détails, au final, on a créé notre projet Swift et nos fichiers comme si on le ferait, dans une application Swift UI classique. Et derrière, on a notre approche viewModel où, justement, sur cette même approche, on va venir définir notre classe onResult qui va nous permettre derrière de récupérer les données qui ont été mises à disposition par Kotlin multiplateforme. Et derrière, on se retrouve avec une UI qui est différente, puisque ici, on a décidé justement d'afficher les éléments de cette manière. Mais on utilise toujours donc, le même business logique qui est défini par Kotlin multiplateforme. Et derrière, maintenant, on va lancer l'application React. Donc, ça ne marche pas. Parce que, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on n'a pas défini nos types. Et comme on est sur une application TypeScript, et justement, l'erreur nous dit au lancement et à la transpilation que, en fait, il ne trouve pas le type défini. Donc, pour ce faire, on va venir ajouter dans la partie index.dts tous nos éléments qu'on a besoin d'exporter, puisque ceux qu'on n'utilise pas, qui sont propres à Kotlin multiplateforme, on n'a pas besoin de les exporter. Donc ici, on va retrouver notre caractère viewModel avec justement les fonctions qui sont mises à disposition. Et en dessous, nos modèles qu'on va mettre à disposition. Et là, on ne voit pas, mais il y a aussi notre modèle qui est propre à notre réponse et à notre caractère qu'on va retourner dans notre librairie. Donc maintenant qu'on a refait ça, on va réexécuter la commande de distribution et on va relancer l'application. Là, le npm start va fonctionner. Sauf que on se retrouve avec ces éléments-là à l'écran. Et là, on se dit, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, on va regarder donc, dans la console de notre navigateur. Et en fait, on va se rendre compte qu'au moment où on utilise la réponse en JS, en fait, la réponse n'est pas celle qu'on attendait. Nous, on attendait un tableau de valeurs. Et en fait, ici, on se retrouve avec un objet qui contient une propriété array underscore, un suffixe généré par Kotlin. Du coup, ce n'était pas ce qu'on avait voulu. Et au final, comment on peut corriger ça? Ici, on a décidé d'utiliser l'approche où on va venir définir ce type ArrayList. Et en fait, on va venir modifier notre index.d.tsx pour pouvoir utiliser cette approche. Donc ça, c'était vraiment pour montrer le côté où l'ArrayList a un vrai impact en Kotlin là-dessus. Et du coup,
on est sur une propriété différente, puisque du coup, on a des fonctions qui sont mises à disposition par ArrayList de Kotlin. La solution qu'on a mis réellement en place, c'est de remplacer les listes dans nos définitions en array. Comme ça, c'est un objet qui est, enfin, c'est un ensemble d'objets, si je peux dire, qui est déjà disponible en JS nativement et il n'y a pas besoin d'avoir cette approche TypeScript derrière. Et derrière, on se retrouve avec notre solution complète, donc sous Android, iOS et en JS, qui fonctionne. Donc, on a partagé le même code avec Keter pour pouvoir appeler notre réseau. Et derrière, on a juste défini des éléments pour qu'on puisse les appeler et faire l'UI qu'on veut pour chaque plateforme. Donc voilà pour la partie tuto et la réalisation qu'on a fait là-dessus. Maintenant, je vais laisser la main à Florian pour la suite des événements. Merci Raph. Du coup, c'est bien, on a une application qui fonctionne, on a une application qui nous affiche notre liste de personnages, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer? On pourrait par exemple penser à ajouter un filtre ou à ajouter tout simplement des favoris, pouvoir avoir une icône sur laquelle on va pouvoir ajouter nos personnages comme étant nos personnages préférés. En fait, on se rend compte que c'est pas si compliqué. On va toujours avoir la même démarche, c'est-à-dire que si on a besoin de rajouter un appel, on va le faire côté API, si l'API nous permet de filtrer directement les éléments avec les bons paramètres, ce genre de choses. On va faire un appel au service pour récupérer les datas depuis l'API. Et en fait, côté interface, on va juste avoir une méthode sur laquelle, qui va être appelée par Android, iOS ou JS. Si on a besoin de mettre en place des favoris, imaginons sur notre local storage, finalement, on se rend compte qu'on devrait juste utiliser le mécanisme expect actual, dans lequel, finalement, on aurait notre classe avec différentes fonctions qui sera en expect, qui nous permettrait de sauvegarder ou de venir récupérer nos données sauvegardées. Et par contre, pour chaque plateforme, on devrait redéfinir cette même classe et nos fonctions. C'est-à-dire que pour Android, on va venir s'appuyer sur les user preferences pour stocker et récupérer nos data. Côté iOS, on s'appuierait sur l'NS user default. Et côté JS, on s'appuierait tout simplement sur le local storage. Donc voilà, et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on va avoir besoin de faire un développement, c'est toujours la même mécanique. Si on en a besoin, on s'appuie sur du common Kotlin, et si on en a besoin, on va s'appuyer sur ce mécanisme expect actual. Donc voilà, une petite ouverture sur les différentes plateformes, parce qu'en fait, on se rend compte que là, on ne parle que de KMM, avec une petite composante JS, mais finalement, on peut aussi créer des applications full stack, sur lesquelles on viendrait justement s'appuyer sur Kotlin JVM pour Kotlin JVM et Kotlin JS si on décide de faire notre back et notre front de part et d'autre, mais on peut aussi s'appuyer sur différentes plateformes, donc faire des projets pour Linux, des projets pour macOS, des projets pour Windows. L'idée, c'est vraiment d'arriver à mutualiser ce code commun et à le rendre disponible pour nos différentes plateformes. On pourrait aussi imaginer avoir le même traitement pour Unity pour faire du jeu vidéo, par exemple. Bon, après, du Kotlin pour Unity, la question se pose, c'est possible, est-ce que c'est le meilleur choix? C'est autre chose, mais on pourrait le faire. En conclusion, du coup, quel a été notre ressenti sur Kotlin multiplateforme? Tout d'abord, un point, c'est qu'on a voulu un petit peu se compliquer les choses en utilisant une application pure JS. Si on était parti sur une approche Kotlin JS, faire une application Kotlin JS, on aurait beaucoup moins à galérer. Mais si on se concentre vraiment sur la partie Kotlin multiplateforme mobile, donc vraiment notre projet Android et iOS, on se rend compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. On se rend compte que c'est plutôt facile d'utilisation, on se rend compte que les choses sont assez faciles à implémenter. Le fait d'avoir un code mutualisé, un code commun mutualisé, ça va aussi permettre une meilleure maintenabilité de notre application. On va avoir un seul code à débugger, à corriger et à maintenir. Pour la partie code métier, après, il y a la partie UI. Mais justement, le fait d'avoir une partie qui est aussi séparée, ça permet aussi d'organiser nos équipes différemment. On va vraiment avoir une équipe qui peut être concentrée sur lui, pendant qu'on va avoir une équipe qui va être occupée à justement coder ce code métier. Ce qui va notamment, dans un cas de projet, permettre de réduire notre time to market. Donc voilà, après, vous allez me poser la question, est-ce qu'on peut l'utiliser pour la production? Et justement, il y a des noms que vous pouvez connaître, comme des entreprises que vous pouvez connaître, comme Netflix, Leroy Merlin ou Philips, qui l'utilisent déjà dans certaines de leurs applications. Alors Netflix, c'est pas l'application Netflix, c'est l'application Prodigal, je crois, de nom. Mais du coup, leurs applications sont en production et utilisent justement KMM. On vous a mis des liens dans la slide d'après, justement, qui sont des tickets dans lesquels ils parlent de leur expérience. Mais du coup, ça fonctionne en production.
Donc, vous pouvez commencer déjà par faire des petits POC et puis voir si ça pourrait correspondre à votre besoin. L'avantage de Kotlin multiplateforme mobile aussi, c'est que là, on a parlé d'applications Android et iOS qu'on va venir faire from scratch. Après, imaginons que vous avez déjà une application Android qui existe et que vous souhaitez en faire une application iOS, et bien finalement, vous avez juste, entre guillemets, à sortir le code que vous souhaitez mutualiser entre Android et iOS et le déporter pour le rendre disponible pour un projet iOS. Et de ce fait, vous n'avez, encore une fois, juste qu'à créer la partie UI pour votre projet iOS et à venir vous câbler sur ce code partagé. De même, là, on a fait un pur projet KMM, on pourrait imaginer faire une librairie KMM qu'on pourrait rendre disponible sur nos différents environnements, que ce soit des applications mobiles, mais aussi des applications desktop ou navigateur. Attention cependant, parce que même si dans les faits ça fonctionne bien, c'est toujours en alpha. Il y a une bêta qui est prévue pour l'été 2022, et de ce fait, il y a encore pas mal de petits problèmes. Moi-même, sur un de mes projets Kotlin multiplateforme, j'avais été confronté à un problème avec Ktor, notamment avec le logger, où si vous ne mettez pas le logger dans une certaine configuration, et ben, ça peut bloquer votre thread sur iOS lors des appels réseau une fois sur 3, une fois sur 4. Quoi. Et pour trouver le problème, c'était un peu coton. J'ai passé pas mal de temps à fouiller, notamment avec un collègue, pour trouver le problème. Quoi. Et donc, du coup, les références, voilà, on vous a mis des petits liens. Alors, je ne sais pas si les diapos seront disponibles, mais en gros, dans l'idée, les 3 liens, vous pouvez les retrouver sur la documentation officielle de Kotlin. C'est vraiment, la documentation est pour le coup très, très bien faite. Vous avez les équivalences, parce que, comme Raph vous avez expliqué lors du moment technique, en gros, on va avoir des équivalences iOS, Android, et la documentation de Kotlin est très, très bien faite. Il y a énormément de choses, des tutoriels, des exemples. C'est hyper complet, et je vous invite aussi à aller regarder justement les tickets sur Netflix, Leroy Merlin et Philips qui détaillent en fait leur expérience de Kotlin multiplateforme. Yes. Bon, voilà, c'était un peu long, un peu technique le sujet, mais nous, on a vraiment aimé travailler là-dessus. Donc, si vous avez des questions associées, ce serait pas mal. Ouais, je vais les lire. Merci pour le talk, les gars. Alors, il y a beaucoup de questions. Donc, je vais reprendre par ordre de like, et puis après, je dépilerai dans l'ordre chronologique. Alors, première question. Sur le dernier projet où vous avez utilisé KM, pardon, quel est le pourcentage de code que vous avez pu mutualiser? Alors, si je comprends bien ta question, Cédric, est-ce que la complexité du code mutualisé était supérieure ou inférieure du code non mutualisé? Si vous avez fait sans mutualiser ou avec mutualisation? Je ne sais pas trop si c'est clair, la deuxième question. Est-ce que ça aurait été plus complexe ou pas, quoi, en plus? Après, tout dépend des besoins. Ici, un dernier projet, donc lequel Florian évoquait, c'était clairement une librairie à mettre à disposition. Donc, je peux te laisser. Ouais, tout à fait. C'était juste une librairie qui consistait tout simplement à venir récupérer des data depuis une API distante. Donc, niveau complexité, je ne vais pas dire qu'elle est nulle, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. En fait, c'était vraiment venir taper sur une API distance, venir récupérer l'information et la mettre à disposition pour Android et pour iOS. Donc, finalement, on se rend compte que c'est une chose qui est assez simple. En fait, la chose la plus compliquée, entre guillemets, c'est à rentrer dans Ktor, voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais après, le reste, ça reste du code Kotlin, quoi. Donc, une fois que tu connais Kotlin, il n'y a pas trop de complexité. Du coup, pour répondre à la question en pourcentage, sur ce projet-là, on doit être dans les 90-95% du code mutualisé, en fait. Et la complexité du code non mutualisé, c'est quasiment nul, puisque du coup, on va se retrouver sur l'approche que nous, on a présentée tout à l'heure, puisqu'on se retrouvait clairement sur des problématiques qu'on a évoquées, c'est-à-dire appel via Ktor, et vu que Ktor fait déjà la gestion de cette complexité non mutualisée, de par sa mise à disposition de ses dépendances clients, et du coup, en fait, on a très peu, nous, à gérer de notre côté. Tout va dépendre des besoins, mais aujourd'hui, dans ces approches qui sont très... on va dire, générales, donc tout ce qui est appel réseau, stockage des données en local, tout ça, en fait, c'est des choses qui sont déjà à disposition. Et derrière, on a très peu de code spécifique à définir sur cette approche. Est-ce que ça a répondu à ta question, Cédric? Je continue du coup. Pour un développement KMM et iOS, comment doit-on jongler entre Xcode et Android Studio? Est-ce qu'à chaque changement sur le code KMM, il faut recompiler
ou exporter le projet, puis l'importer dans Xcode. Est-ce que c'est assez lourd au quotidien? Ouais, je peux répondre. Alors en fait, c'est très très simple, c'est que si tu as un développement KMM avec l'installation du plugin Kotlin, l'installation du plugin KMM, en fait, tu peux lancer directement ton émulateur Android et ton émulateur iOS depuis Android Studio, ce qui simplifie quand même énormément les choses. Donc, tu n'es pas obligé de jongler entre Xcode et Android Studio dès que tu veux faire du développement. Après, tu as des tâches, justement, Gradle, qui sont mises à disposition, comme on l'avait évoqué, en rajoutant la tâche JS. On s'est rendu compte qu'il y avait une tâche clean qui existait déjà de par ce support de JS. Et du coup, en fait, pour iOS, en fait, on va avoir la même approche. Et du coup, depuis ton IDE, tu vas avoir aussi du coup, la possibilité de lancer les commandes pour exécuter et démarrer ton application iOS directement depuis l'IDE. Mais après, comme nous, on l'évoquait, en fait, comme souvent, on va essayer de détacher un peu l'application iOS de cette librairie partagée. Cette idée, ça va être justement de pouvoir déporter le développement de l'UI à part, en fait. Et du coup, pourquoi pas mettre à disposition cette librairie sur un repo, etc. Sachant que l'approche qu'on a choisie ici, c'est ce que met à disposition KMM. On n'en a pas parlé, mais en fait, il met la possibilité d'utiliser Cocoa Pods. Et du coup, en fait, c'est ce protocole-là et ce gestionnaire package qui est utilisé pour mettre à disposition la librairie générée iOS vers Xcode, vers l'appli Swift ou iOS. Est-ce qu'on répond à ta question aussi, Thomas, du coup? Ouais. Nice. J'enchaîne. Alors, je vais essayer de reformuler cette forme de question. J'ai l'impression que c'est une usine à gaz vis-à-vis de Flutter pour du cross. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était quelle question? Enfin, je ne vois pas. C'est pas grave. Une usine à gaz vis-à-vis de Flutter. En fait, justement, l'approche, on peut avoir cette idée-là. Par contre, en fait, ce qu'on évoquait au début, c'est que l'approche de React Native et de Flutter, c'est vraiment de se dire on développe une seule fois et c'est disponible partout, sans forcément respecter, on va dire, le côté UI, etc. À côté, on va avoir justement l'approche, c'est vraiment d'avoir le côté logique et business qui soit vraiment décorrélé. Donc du coup, on n'est pas vraiment sur la même approche. L'idée de KMM, c'est aussi de justement mettre à disposition une librairie pour pouvoir. Désolé, je suis en train de lire. Du coup, il y a cette librairie qui va être mise à disposition justement côté Android, côté iOS et après sur les autres plateformes qui vont être supportées. Donc l'approche, c'est vraiment ça, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut voir cette approche comme étant un peu différente de ce que veut mettre à disposition Gradle, Google avec Flutter et Facebook avec React Native. Le but, c'est de pouvoir mutualiser encore plus, en fait, le code, mais business, cette fois, pas une application complète. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut bosser en dehors du main thread sur iOS avec KMM? En fait, ce que dit la doc coroutine à ce niveau-là, c'est que en fait, le dispatcher main, en fait, on peut pas, c'est single thread en fait au niveau coroutine. Et du coup, on ne peut pas changer de dispatcher. Donc, je pense que ça va évoluer dans le temps. Mais aujourd'hui, la documentation coroutine pour cette approche iOS, c'est ce qu'elle nous dit. Donc, nous, aujourd'hui, on a remonté cette info. J'espère que ça va évoluer pour la suite. Ok. En pratique, là où d'habitude, il y a le front et le back, l'idée, c'est 3 équipes avec le dev back, le dev business et le dev front, où chaque équipe attend la fin du dev du précédent pour prendre le sujet. Je pense que ça va dépendre de ton organisation. En fait, après, là, dans l'idée, je pense que ce qui peut être pas mal quand tu vas démarrer un projet KMM, c'est justement savoir quelle va être la partie UI et quelle va être la partie du code que tu vas pouvoir mutualiser, quoi. Donc, une fois que tu as mis ça en place, effectivement, tu peux avoir une équipe UI. En fait, une fois que tu sais l'interface que tu vas avoir entre ton UI et ton code métier, effectivement, tu peux avoir une équipe qui va être dédiée, entre guillemets, à lui, donc sur chacune des plateformes que tu vas vouloir implémenter. Tu vas pouvoir avoir puis après, ton équipe dev business, quoi, tout simplement, en fait. Donc, après, dev back, oui, c'était sur un projet full stack,
Effectivement. Après, sur l'approche aussi, c'est de se dire que, bon, ça va en faire rire certains, mais il y avait une approche back, front-back, back-front, etc., qui avait déjà été évoquée sur des sujets. Là, en fait, l'idée, c'est de faire une librairie. Donc, l'approche, c'est vraiment avoir une librairie. Et donc, du coup, le but, c'est de tester cette librairie en interne, vérifier ses fonctionnements, et que derrière, en fait, l'équipe UI soit vraiment dédiée à sa plateforme. Il faut imaginer que sur des gros projets où justement on va faire du natif, on va souvent avoir une équipe dédiée à Swift ou à iOS, une équipe dédiée à Android et potentiellement aussi une équipe dédiée au développement web. Et derrière, nous, ce que met en avant Kotlin Multiplateforme, là, c'est d'avoir une équipe qui va mettre à disposition une librairie qui va être consommable par toutes ces plateformes et justement éviter les erreurs de duplication de code et justement s'il y a une évolution du métier, il n'y a qu'à un seul endroit en fait où on va venir le développer. C'est surtout ça l'approche, c'est un peu ça le côté le fait de faire des multiservices et des services back, c'est un peu l'idée aussi, c'est de déplacer la logique et de la rendre mutualisable. Ouais, j'ai envie de rebondir, je regardais un petit peu la doc là, sur Concurrency, pour rebondir sur ce que tu disais Thomas, parce que j'avais aussi un peu la même réflexion sur les threads. En fait, la doc dit que c'est single thread, mais c'est plus dans le sens où dans les coroutines, on peut changer de dispatcher au sein d'une coroutine. Donc par exemple, tu démarres ta coroutine sur le thread main et tu la finis sur IO. Et c'est ça que tu peux pas faire. Par contre, tu peux très bien, a priori, démarrer ta coroutine sur iOS en dehors de la main queue, quoi. C'est plus le fait de pouvoir switcher de dispatcher qui est pas supporté, en fait. Là, c'est une limitation qui est encore présente, quoi. Bien vu, Thomas. Ouais, effectivement. Sinon, c'est vrai que tout mettre sur le main thread comme un gros bourrin en réseau, ça serait un peu... ça serait pas top. Voilà. Si j'ai envie de... Ouais, vas-y, excuse-moi, je rebondis vite fait sur une des questions de Thomas sur Swift Package Manager. En fait, il y a un plugin qui existe que tu peux rajouter dans ton projet KMM et où justement il te fournit, c'est ce que disait Vincent, j'avais pas vu, et où il te dit que, en gros, une fois que tu installes le plugin, tu vas avoir une tâche Gradle qui te permet d'exporter un XC Framework. Et donc, tu peux autant mettre ça disponible pour Swift Package Manager que pour Maven Repository également. Voilà. C'est pas l'idée de faire une idée. Oui, Thomas, pour reprendre. La question, en fait, justement, c'est ce que disait Thomas Boutin, c'était que, en fait, on s'est mal exprimé tout à l'heure, mais en fait, c'est pas le main thread, c'est justement le thread qui est sélectionné lors de la création de notre application dispatcher qu'on a évoqué tout à l'heure. Et en fait, on peut pas le changer au cours d'une coroutine. Une fois qu'il est créé, c'est celui-là qui sera utilisé sur l'ensemble de l'app, on va dire, dans notre approche qu'on a fait aujourd'hui. Donc, ça ne frise pas l'application. Il y avait d'autres questions plus haut. Est-ce qu'on fait le tout obligatoirement dans un single project? Est-ce que c'est possible de créer des frameworks séparés? Je pense que si je comprends bien, c'est des points framework au sens iOS, Quentin. Je ne sais pas si tu veux préciser peut-être. Est-ce que en gros, tu peux, j'imagine, splitter ton projet je ne sais pas sous quel format, mais peut-être que c'est un projet à iOS, un projet Android. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si... alors, peut-être que je peux remonter un peu dans les slides. En fait, sur l'arborescence, à un moment donné, je ne sais pas si on vous est... Je vais remonter un peu dans les slides, on va retrouver... J'ai retrouvé l'arborescence complète à un moment donné, je crois. Je crois que tu peux encore remonter. Ouais. Yes. Alors, dans ce slide-là, je ne sais pas si on va l'avoir tout seul à un moment donné, je crois que si. Voilà, ouais. En fait, dans cette slide, ici, on peut voir que, justement, nous, il y a la partie shared, donc qui est vraiment la partie librairie, donc là où tout va être généré et ensuite mis à disposition dans les autres. Mais on peut très bien imaginer que la JS App, l'iOS App et l'application Android, l'Android App, soit ailleurs, en fait, dans d'autres projets complètement différents. Et après, en fait, dans la partie Android App, en fait, on va avoir dans notre Gradle un lien vers la librairie. Donc là, le fait de tout avoir dans le même projet
Ce qui fait que, en fait, dans notre configuration de notre projet global Gradle, on peut lui dire les dépendances qu'il va y avoir les uns aux autres, donc ça va nous simplifier la tâche. Et côté iOS, eh ben, faut imaginer qu'on va avoir une tâche supplémentaire, puisque du coup, le fait de l'avoir à cet endroit-là, de par la construction de KMM, eh ben, on va, comment dire, ça va utiliser en fait le gestionnaire de package interne à ce qu'on a sélectionné à KMM, et du coup utiliser les tâches Gradle pour pouvoir mettre à disposition cette librairie dans la partie iOS. Et après, dans la partie JS, bah, en fait, c'est nous, l'approche qu'on a sélectionné, qu'on a décidé, c'est d'utiliser le package qui est buildé pour pouvoir justement utiliser cette librairie dans notre package.json via le gestionnaire de package NPM. Mais si on veut vraiment tout décorréler, bah, faut qu'on arrive à respecter aussi les mêmes principes que si on voulait utiliser une librairie externe sur chaque plateforme. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, il faut qu'on s'arrête là. Je suis désolé, il y a des questions qui restent. Ce que je vous propose peut-être, c'est d'essayer de vous retrouver avec Raph et Florian dans une des salles de breakout, donc genre Mobility Immobilier ou une des salles sponsors, et que vous discutiez avec eux. Ou alors ils sont aussi joignables sur le réseau, évidemment.